Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière puisque je me rends au salon de la PEL 2017. Alors la PEL, qu'est-ce que c'est? C'est la Paris et Ludique. Vous savez, cet événement où une fois par an sur Paris vous allez jouer à toutes sortes de prototypes de jeux de société ou alors des jeux de société qui sont aboutis ou encore retrouver des joueurs en fait tout bonnement qui vont vous permettre de jouer avec eux à travers la France entière. Oui, regardez, il y a plein de soleil, c'est très bien, je suis fleuri et là il y a des arbres un peu partout, donc je ne vais pas à la cueillette aux champignons, je me rends à la PEL 2017 et pour ceux qui ne pourraient pas y aller, voici ce petit reportage qui est fait pour vous. Allez, c'est parti! Salut à tous, alors je suis sur le stand de Mythic Battle, vous les connaissez un peu parce que vous voyez Léo à l'écran et en même temps l'année dernière il nous a présenté Mythic Battle, ce qui devrait sortir normalement très bientôt, et aujourd'hui on se retrouve avec lui qui va nous présenter le prochain Kickstarter qui s'intitule Age of Jeanne d'Arc, c'est ça? Jeanne d'Arc, pardon, j'ai dit des bêtises. Voilà, exactement. Donc, en fait, Mythic Games avec Monolith l'année dernière a lancé un Kickstarter sur Mythic Battles. Et là, cette année, tout seul, juste Mythic Games, ont fait un nouveau Kickstarter sur Jeanne d'Arc. Donc le jeu exact, le nom c'est Time of Legends. Voilà, c'est ça, moi je dis tout le temps des bêtises. C'est pas grave, pas de problème. L'année dernière, je crois que ça avait été déjà la même. C'est ça, exactement. Donc voilà, c'est le nouveau projet qu'on fait et là c'est totalement différent, c'est-à-dire que là on est dans l'époque Moyen-Âge, la guerre de 100 ans, sauf que tout ce en quoi les gens croyaient à l'époque existe, c'est-à-dire qu'ils croyaient au diable, le diable est là, ils croyaient aux sorcières, il y a des sorcières, ils croyaient aux fantômes, il y a des fantômes, ils croyaient aux loups-garous, il y a des loups-garous, il y a des dragons, il y a toutes les créatures comme ça un peu qu'on peut imaginer, et il y a tous les événements historiques qui se sont passés et qu'on peut revivre grâce à ce jeu. D'accord, alors c'est sur du format 15 mm, parce que quand on regarde un peu les figurines ici qui sont très chouettes, c'est des petites figurines de 15 mm. Oui, exactement. Alors 15 mm c'est pas un format classique et habituel sur Kickstarter, parce qu'on va le lancer aussi sur Kickstarter. On a choisi ce format pour plusieurs raisons. On voulait proposer beaucoup de matériel pour pouvoir jouer beaucoup de personnages et on n'a pas forcément tous des tables gigantesques. Donc en faisant des figurines 15 mm, on peut avoir plein de matériel, de personnages, d'armées. On peut aussi avoir plein de décors parce que la boîte de base contiendra énormément de décors, que ce soit des églises, des auberges, des maisons, des ruines, des forêts, des arbres, donc des ponts, des moulins, etc. Tout ça, ce sera dans la boîte de base, plus éventuellement les extensions. Et donc, on a cette impression d'avoir un mini-monde sous ses yeux dans lequel on va déplacer ces petites figurines sans que ça prenne trop de place. D'accord, alors comment se joue, tu m'avais dit tout à l'heure il y avait deux modes de jeu, il y a le mode figurine où on peut créer son armée comme n'importe quel jeu de figurine en soi, et puis le mode scénariste où là on va revoir la guerre de 100 ans avec les esprits diaboliques, Mephisto et puis les fantômes en tout genre. Exactement. En gros, le jeu à la base c'est un jeu scénarisé, donc il va vraiment raconter une histoire et d'ailleurs on peut rejouer le même scénario, il ne va pas se dérouler de la même façon, rien que grâce au système de jeu qui offre beaucoup de choix, de possibilités, mais la base le cœur du système c'est vraiment le scénario, et ensuite on peut jouer en mode affrontement avec en effet des sortes de listes d'armées, on va pouvoir faire les Anglais contre les Français, prendre n'importe quel jeu figurine du jeu et puis la rajouter dans son armée, faire des forces équilibrées et on se bagarre. Mais le cœur du jeu c'est vraiment le scénario, et d'ailleurs chacun des scénarios s'inspire d'un fait historique. Par exemple, même ce scénario-là, sous les yeux qu'on a là, ça s'inspire d'une légende, enfin, de propos qui ont été rapportés au Moyen-Âge, où il y avait 20 loups qui
se sont retrouvés dans une église, un citoyen qui avait disparu, donc on l'a accusé d'être un loup-garou, on a mené une enquête, on a interrogé des gens, et pour l'exemple, il a été pendu. Et le nom de ce village qui existe en France aujourd'hui, c'est le pendu au loup. Donc c'est un exemple, évidemment, dans la façon dont on va jouer, le personnage peut vraiment se transformer en loup-garou, tous les monstres et tout ça, ils y sont vraiment. Hein. D'accord. Mais c'est intéressant de savoir que ça s'appuie sur des écrits, donc ça rend le jeu et les scénarios plus... on s'y approprie plus facilement parce que c'est notre histoire. On a plus de fluff et en tout cas on sous-entend qu'il y a un travail historique qui a été fait en amont d'écriture, etc. Comment ça joue, le cœur de jeu, qu'est-ce que c'est? Parce que moi ça me donne envie et j'ai envie de savoir comment je joue à Jeanne d'Arc. Eh bien c'est simple. Au début du tour, on va révéler la carte du tour. Voilà, la carte du tour, elle va vous donner le nombre de cubes d'activation dont vous disposez pendant le tour. Là, chaque joueur va avoir 4 cubes d'activation. Donc 4 cubes d'activation rouge. Voilà. On les met dans la zone d'activation. Alors ça c'est le camp du méchant, c'est ça? Parce que c'est un jeu d'affrontement. Oui, ça c'est le camp du méchant. Le camp du méchant, en fait, il commence aussi avec... il commence avec rien. Le gentil, en fait, le chevalier, il commence avec 2 cubes verts et un cube. Donc si tu regardes le tableau de bord... Alors ça c'est le tableau de bord, on a plusieurs choses dessus. Je précise, c'est un prototype, c'est pas du tout la version finale. Oui. Et la version finale sera beaucoup plus travaillée graphiquement. Donc là, en fait, vous avez différents types de cubes. Vous avez les cubes rouges qui sont les cubes d'activation. Quand je prends un cube d'activation rouge et que je le mets dans une zone, par exemple là, toutes les figurines qui sont... Ça c'est une zone par exemple? Ça c'est une zone. Donc c'est délimité par le petit point d'herbe. Donc là c'est une zone. Ça c'est une zone. En fait vous avez des grands hexagones qui sont divisés en un. Par exemple là, il y a un seul hexagone. Cet hexagone peut contenir 12 socles. On parle de ça. Ouais. Sachant que là il y a une église, cette église contient 8 socles, donc il en reste 4 à l'extérieur. Donc 4 figurines potentiellement dessus. 4 figurines. Si on peut rentrer dans l'église, c'est possible à ce moment-là. On a l'intérieur de l'église. Ah génial, on a des plans en 3D à l'intérieur. À ce moment-là, on met les figurines à l'intérieur. Ah c'est génial ça. D'accord, donc tu as tes églises en 3D voilà. Et puis ensuite tu passes sur un plan 2D où tu... Et là on peut fouiller l'intérieur des bâtiments, on peut combattre à l'intérieur, on peut rencontrer des nouveaux personnages, on peut découvrir des choses, des éléments qui sont cachés. Alors, c'est soit une zone, 12 figurines, soit elles sont divisées par exemple en 2 zones, là vous voyez il y en a 2. Chaque zone va contenir 6 socles, donc par exemple 6 socles de loups, c'est possible, hein, de loups-garous. Voilà, exactement. Enfin, si elles sont divisées en 3 zones, comme par exemple celle-ci là. Hop. Ok, un hexagone et il y a plusieurs. Il y aura 4 figurines par socle. D'accord, ok. Donc une fois qu'on a fait ceci... 4 socles, pardon, par zone. Voilà. Ok, une fois qu'on a fait ça, qu'on a pris la carte qui nous permettait de donner des points d'activation, c'est ça. On met ces points d'activation ici. Donc là, il y en avait 4. Voilà. Alors il y en a un que tu as dû mettre. Ensuite, on va dévoiler les 3 cartes de la rivière. Alors ça c'est la rivière. Ça c'est au début du tour. D'accord. Et la rivière, elle va donner une règle spéciale qu'on va pouvoir choisir parmi les 3 qui sont proposés. Ok. Donc, par exemple... Regain de PV héros, d'accord. Plus un cube bleu. Ok. Et là, plus un cube bleu, quand c'est comme ça, on remplace, voilà. D'accord, donc on peut pas avoir 2 fois le même effet. Normalement, non. D'accord. Ça reste à voir. En fait, le jeu est encore en cours de développement, donc soit on les laisse et on dit c'est pas grave, il y en a 2 qui sont les mêmes, ça vous fait moins de choix, soit on remplace. Moi je préconiserais plutôt qu'on remplace pour qu'il y ait toujours un choix maximal proposé. D'accord, début du tour, on choisit du coup un scénario, on prend une carte d'ici, voilà. C'est ça, ensuite on prend 3 cartes rivières qui vont donner l'effet de jeu sur le cours du jeu. Le loup-garou dans ce scénario commence, donc lui il va commencer par choisir un de ses effets. Alors on va dire qu'il choisit celui-là, ça lui donne un cube bleu en plus. Il prend le cube bleu, il le met dans sa zone ici. Le cube bleu, opportuniste. C'est un cube d'activation mais qu'on peut faire pendant le tour de l'adversaire. On interrompt l'adversaire et on dit je joue mon cube bleu
et je joue pendant le tour de l'adversaire. D'accord, c'est une réaction à ce qu'il va faire ou avant, d'accord. On interrompt son tour. Les différents cubes, je pense qu'on peut commencer par ça. Il y a les cubes rouges, c'est les cubes d'activation qui marchent pour tous. Tous ces autres cubes-là, on peut les jouer en cube rouge, mais on peut aussi les jouer pour leur effet spécial. Le cube vert, c'est la cavalerie. Si je joue un cube vert ici, au lieu de faire juste une action, je me déplace, j'ai le droit de me faire une action et d'attaquer juste derrière. Avec un cube vert. Voilà. Alors que le cube rouge nous donne juste une action de déplacement. Voilà. Soit une action de déplacement, soit une attaque, mais pas déplacement plus attaque. D'accord. Voilà. Le cube bleu, je viens de l'expliquer, ça marche comme un cube rouge, mais on peut le jouer pendant le tour de l'adversaire. C'est une réaction à quelque chose. Et enfin, le cube rose, c'est un cube pour rejouer. Donc, normalement, quand je joue mon cube d'activation, je vais faire un exemple. Là, je joue un cube d'activation, je dis, mon chevalier, il va aller là, mon prêtre, il va aller là. D'accord? D'accord. Mais parce qu'on rappelle, un cube d'activation, pour ceux qui ne comprendraient pas, c'est toutes les figurines qui se trouvent dans la zone et on les déplace. Voilà. Derrière, j'ai le droit de rejouer un autre cube rouge s'il m'en reste. Par exemple, je vais le faire ici et je vais dire mon prêtre va prier. S'il prie, je peux gagner un point d'expérience ou un point de mythe. J'ai dit je vais gagner un point de mythe. Je prends le mythe, je le mets ici. Ok. Si je veux encore rejouer ici, je ne peux plus parce qu'il y a un cube rouge déjà posé. D'accord. On ne peut poser qu'un cube par zone, sauf si je joue un rejoué. À ce moment-là, je joue rejoué ici et mon prêtre, il va pouvoir, par exemple, se déplacer. Donc on rappelle ce que tu as pu faire pour montrer un peu. Ça, c'est les cartes. Donc sur une carte, on va avoir l'illustration. Vous allez avoir ensuite, ça je présume, c'est le dé spécial qui lui permet de faire des choses. Alors, on a ici les dés d'attaque. C'est un prêtre, il n'a pas de dés d'attaque. D'accord. Et il a un dé jaune de défense. D'accord, voilà. Par exemple, ça, le héros, une carte. Hop. Le héros, lui, le héros. il a un dé rouge et un dé jaune en attaque et un dé vert en défense. Donc ça, c'était pour une carte. Et on n'a pas Jeanne d'Arc ici. Non, pas ici. Bon, c'est pas grave. Et alors voilà, on a vu à peu près les actions. Donc on met un cube rouge pour se déplacer, voilà. On met un cube rose pour pouvoir rejouer, un cube bleu qui nous permet de faire des activations en réaction par rapport à ce que veut faire notre adversaire ou l'interrompre durant son mouvement, et le cube rouge lui qui permet de faire n'importe quoi. C'est ça. À part de rejouer et de faire des interruptions. C'est ça. D'accord. Le cube rouge, en fait, ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est que c'est une action, mais il y a beaucoup de choix possibles. D'accord. L'action, ça peut être se déplacer. Alors on a vu, c'est d'une zone vers une autre zone adjacente. Ok, on va faire ça. Le déplacement, c'est ça. Voilà. Ça peut être ça et ça, etc. Voilà, pas dans les zones qui se croisent. Hein. D'accord. Uniquement adjacentes. Ok, donc ça, c'est le déplacement. Avec le cube rouge, on peut faire quoi ensuite? On peut aussi fouiller ou interroger quelqu'un. D'accord. Par exemple, quand j'arrive ici, là, ça, dans ce scénario-là, c'est une rencontre, on ne sait pas ce que ça va être. Là, on va le retourner. Ah, c'est des loups. D'accord. Si c'est des loups, je les remplace par des loups. Et dans une zone, on peut être que du même camp. On attaque quelqu'un sur une zone adjacente. Donc les loups, ils ne sont pas dans mon camp, je vais les placer sur une zone adjacente. D'accord, donc un camp adverse ne peut pas occuper ta tuile quand tu le réveilles. Non. Mais il peut se déplacer sur ta tuile ensuite. Oui, s'il n'y a plus personne, il peut en même l'occuper. S'il a fait fuir ou s'il a tué, il peut l'occuper. Donc voilà, par exemple, là j'ai révélé un loup, donc je le place ici. D'accord. Lui, une action déplacement, une action révélée, interrogée, c'est ça? Là, c'est automatique, mais je peux faire une action de fouille, par exemple. Imaginons que ce citoyen-là, il rentre dans cette maison. D'accord. Je le fais rentrer dans cette maison. Donc je dépense un cube ici, et là, on va voir ce qui va se passer. Pour une action de fouille, je regarde, là, il n'y avait rien. D'accord. Donc il a perdu. Mais si ça avait été... il y en a un où il n'y a rien, il y a deux autres où il y a quelque chose. S'il avait été fouillé dans cette maison-là, par exemple, ben là, il y avait une épée, le coquin. Voilà. Le larcin. Ok, d'accord, donc le déplacement, la fouille, on a ensuite la tatagne, c'est la castagne. Moi j'aime bien quand ça castagne un peu. Comment on va faire un exemple de castagne. On va dire que on va mettre des hommes d'armes et un chevalier qui vont affronter allez, deux loups. Allez. Alors, comment on fait? On prend les cartes des personnages impliqués. D'accord, on dépense d'abord un cube rouge pour pouvoir attaquer. Je suis là, c'est à moi de jouer.
je me mets là et je dis mon action c'est attaque. Et j'ai le droit d'attaquer des figurines qui se trouvent dans une zone adjacente. Donc là, je suis adjacent au loup, je les attaque. Si je les attaque, je vais regarder leur carte. Hop, alors ça c'est la carte du héros. Donc toi tu as lancé un dé jaune et un dé rouge. Voilà, plus celle des hommes d'armes. Ah, t'attaques avec tout en même temps. Hein. Tout en même temps. D'accord, ok. Un dé rouge. Un dé rouge. Et on va voir la défense des loups. Et les loups n'ont pas de défense. Ah, ils n'ont pas de défense. Bah oui, bah c'est des pauvres bêtes. Bah c'est ça, voilà. Ah, tu es sans scrupules, toi. Hein. Sans scrupules. Et alors je lance les dés, on va voir ce qui va se passer. Alors là, j'ai un bouclier qui me servirait si j'utilisais un dé pour me défendre, un dé rouge en défense. Mais là, il est perdu. Le blanc, enfin le vide, il est perdu aussi. Et ça, par contre, c'est une mort. Donc là, j'affecte un mort et le défenseur a le droit de choisir qui c'est. Par exemple, si c'était, s'il avait un citoyen et le loup, il pourrait très bien dire je tue le loup. Là, c'est les deux mêmes, donc ça n'a pas d'importance. On le retire, il est mort. D'accord. Sur une phase de dé, on peut voir plusieurs choses. Donc ça, c'est l'épée, ce qu'on vient de voir et qui nous explique. Voilà. Et Léo, c'est pour la tatane. Ici, on a le petit symbole de. Alors c'est la montagne, le muscle, je sais pas. Non, c'est le pas. Voilà, c'est ça, c'est un soulier. En fait, là, c'est pour la fuite. Quand on a ça, si j'avais eu un résultat de fuite, eh bien, le loup doit fuir dans une zone adjacente et c'est l'attaquant qui choisit. Donc là, par exemple, j'aurais très bien pu dire, ben, il va fuir dans la forêt. Ah oui, il va dans les bois. Voilà. Le bouclier, on l'a vu, hein, c'était pour parer. Voilà. Et on a aussi le petit haricot. Voilà, c'est ça. C'est un gourdin. Ah, c'est un gourdin, c'est pas un haricot. Ça fait longtemps que j'en ai pas mangé en même temps, c'est pour ça. Et le gourdin, qu'est-ce qu'il fait? Ben, le gourdin, ça veut dire hors de combat. Donc, si c'est par exemple ton loup est hors de combat, tu le prends et tu le mets dans ta zone hors de combat. Et à la fin du tour, on va lancer le dé du destin pour voir ce qui arrive à ce loup. Alors je vais montrer un exemple. Là, il est sidéré, il reste là, il bouge pas. Ah, donc on va voir. Alors ça c'est les dés du destin, c'est un peu les jetons de commandement qu'on va pouvoir lancer. Donc ça c'est, il reste dans ta zone ici. Il reste dans sa zone, il est toujours bloqué. D'accord. On a ensuite le 1 avec le drapeau. Voilà, ça veut dire qu'il va revenir dans un tour. À ce moment-là, on le fait bouger de là à là. Ok, alors la petite croix là, je pense qu'il est mort le pauvre. Il est mort. Il s'est perdu dans les bois. Et on a là, bah c'est tout ensuite. On en a une sans le petit chiffre 1. Voilà. Et là il revient tout de suite. Il revient maintenant? Oui, dans la zone de respawn. Ok. Voilà. Donc ça c'était la tatane. C'est ça. Et les combats se font pas simultanément, on lance pas les dés de défense et les dés d'attaque où on fait. Non. Mais il y a un truc intéressant aussi dans le jeu, c'est que par exemple, imaginons que mes piquiers ils arrivent là et ils rentrent dans la zone. Alors là ils ont le droit de rentrer parce que c'est un personnage non joueur, il est neutre. Il n'empêche pas de rentrer dans une zone. Et il voit cette vieille femme. Et donc là j'ai dépensé le truc. Là on a le droit de l'interroger. Ah, pour une action encore. Ouais, une action. Un cube rouge. Ouais. Donc on va mettre pour exemple, voilà, un cube rouge. Alors en fait on peut jouer autant qu'on veut tant qu'on a des cubes rouges. Et tant qu'il n'y a pas de cube rouge. D'accord, même si il y a un petit aspect stratégique en posant, attention. Ouais, d'accord. Donc là, imaginons que on interroge. Oui, interroge-la, parce qu'une vieille dame dans les bois le soir, c'est jamais normal. Alors, je pioche une des cartes de la vieille dame. Ce qui fait que c'est pas tout le temps les mêmes réponses. J'ai pioché celle-ci par exemple. Et là, il y a deux façons de s'adresser à elle. Donc je vais te poser la question et tu vas choisir comment tu interroges la vieille femme et je te dis ce qui se passe. La vieille, dis-moi, quel citoyen du village te semble bizarre ces temps-ci? Ça c'est proposition numéro 1. Deuxième proposition, oh la vieille dame, tu as entendu des rumeurs sur des maléfices dans cette contrée? Alors Mousse, comment veux-tu lui parler à cette Ah bah écoute, moi c'est le brut tout de suite, la toute première elle était assez cinglante. Dis-moi, quel citoyen du village te semble bizarre? Voilà, ça les parle femme, vite, allez, donne ton butin aussi. Alors, terrifiée, elle s'enfuit vers le village, le joueur loup-garou prévenu peut faire apparaître un loup près de l'église, tout de suite, là. Ah d'accord, oui c'est vraiment... Et la vieille femme se transforme en sorcière, donc tu la prends en sorcière et tu la mets là. Donc en fait, tu la... Alors ça c'est la vieille femme, hein. Ouais. C'est hyper bien détaillé hein, en termes de figous et tout. Hein.
Le travail de peinture est juste fou. Si tu avais choisi la deuxième proposition, oui mon bon seigneur, et elle te donne un indice. Si le loup-garou est découvert, il gagne 2 cubes d'expérience et vous gagnez en plus un cube vert. D'accord, mais c'est génial. Je pense pas que ça soit spoilé de montrer peut-être une carte, de comment ça se dégoupille. Tu as les 2 questions et tu as les 2 réponses. D'accord, mais c'est génial ça. Mais ça, c'est un joueur neutre du coup, c'est le joueur ennemi qui lit ça. C'est le joueur ennemi qui le lit. Oui, parce que finalement, nous, il n'y a pas d'intérêt à lire. D'accord, ok. Parce qu'il ne faut pas savoir quelles vont être les réponses. Ouais, moi c'est vachement bien parce que ça rappelle un peu les jeux PC Baldur's Gate où tu choisissais. Ouais, tu sais... quand vous êtes le héros. Ouais, carrément. Non, mais et dans tous les scénarios, il va y avoir des interrogations, tout ça. Oui, il y aura, dans tous les scénarios, il y aura des choses totalement différentes. Ça, c'est un scénario vraiment d'investigation. On va essayer de trouver où se trouve le loup-garou, le tuer avant la tombée de la nuit parce que c'est la pleine lune et il sera très puissant. Il y a 6 tours. Si le loup-garou survit jusqu'au 6e tour, il a gagné. Si le chevalier arrive à l'éliminer avant le 6e tour, il gagne. Et on peut interroger aussi des paysans. Quand on interroge des paysans, on pioche une carte paysan et on voit ce qui se passe. Par exemple, celui-là, il nous dit... D'accord, les paysans, la croix se trouve dans l'église en ruine. Oh. Donc là, ça vous permet d'aller chercher l'église, la croix dans l'église en ruine, voilà, qui est là. Oui, ça donne des indices sur... Ça vous donne à ce moment-là un équipement qui doit se trouver ici. Voilà. Si je prends... Voilà. La croix sacrée. Ah oui, et ça donne plus un attaque contre le loup-garou. Il faut y aller. Voilà. Et grâce aux paysans, vous avez appris cet indice. D'accord. Mais on peut très bien faire le scénario sans avoir la croix sacrée, etc. Bien sûr. Oui. Tout à fait. Ça donne un avantage. C'est vraiment mais, des quêtes secondaires qui sont... Voilà, ce sont des quêtes secondaires qui vont vous aider si vous les suivez, mais vous pouvez tout à fait chercher. Et de temps en temps, on peut aussi obtenir un indice, on peut aussi interroger les paysans. Quand le chevalier est là, il vient ici et il dit « je vais interroger ce paysan-là ». D'accord. Lui, il a une chance sur 2 d'y arriver, d'être suffisamment convaincant. On lance un dé vert, s'il obtient un bouclier, je lance le dé, j'ai eu un bouclier, j'ai réussi. Donc je lui dis « es-tu le loup-garou » S'il est le loup-garou, il est obligé de se révéler. S'il n'est pas le loup-garou, il dit « ah ben non, je suis pas le loup-garou, mais on ne sait pas ». Voilà, on sait qu'il a raté. Par contre, le prêtre, lui, quand il interroge, il sait automatiquement la vérité. Il ne faut pas lui mentir au prêtre. Oui, c'est un homme de foi. C'est un homme de foi. Ok, là on a vu dans sa globalité comment fonctionnait un tour, où il y a des choses que tu veux peut-être préciser sur un tour de jeu, où tu as vraiment dit l'essentiel de comment se dégoupiller un tour. Voilà, le jeu c'est donc un jeu qui va mélanger de l'exploration, de l'enquête, du combat et de la gestion, puisqu'il faut gérer aussi ses forces. Bah oui, ses points d'action, etc. Il faut optimiser par rapport à la rivière, il faut optimiser par rapport au nombre de points. Alors on sait combien on va avoir de points d'action. On sait que par exemple il y a 6 tours, il y a 2 cartes qui vont rapporter 4 cubes rouges, 2 qui vont en rapporter 3 et 2 qui vont en rapporter 2. Donc on sait à un moment... ça permet d'optimiser un peu. On sait qu'on va avoir, et donc on a un nombre de tours limité. Il faut essayer pour le joueur chevalier de trouver qui peut être le loup-garou. Le joueur loup-garou, au contraire, il peut faire du bluff, essayer d'attirer l'autre joueur, faire croire que c'est lui le loup-garou, alors que c'en est pas un. Le but étant de lui faire perdre du temps. D'accord. Voilà. Ça sort quand en Kickstarter? Vous avez lancé ça quand? Parce que c'est un Kickstarter. Alors ça, je précise bien que ce n'est qu'un scénario. Oui, je pense que tout le monde l'a compris. C'est du combat. C'est ça, la boîte de base permettra de faire plein de scénarios, mais là c'est vraiment une mise en place de ce que vous allez avoir disponible. Le Kickstarter, on va le faire, on prévoit de le faire à la fin de l'année, septembre ou octobre, pas plus tard que novembre. Ça sera un de ces 3 mois, c'est sûr, pour une livraison 1 an après. D'accord, donc grosso modo fin 2018. Fin 2018, les gens recevront le jeu. Alors il y aura énormément de matériel dans la boîte de base, il y aura peut-être pas loin de 200 figurines. Avec des décors? Avec des décors. D'accord. Justement, beaucoup de décors, c'est ça le truc qu'il faut faire. Les tuiles là, elles seront séparées, elles ne seront pas accrochées comme ici. D'accord, oui, parce que là c'est un tapis, hein, ceux qui ne l'avaient pas vu, c'est un petit tapis. Salon, hein. Mais en fait, ce seront des hexagones, 1, 2 ou 3, parfois 3 regroupés ensemble, ce qui permettra une grande modularité et les gens pourront même créer leur
propre scénario et on en publiera plein sur le site internet. D'accord, le ticket d'entrée, est-ce que tu as quelque chose en tête déjà pour avoir... Alors on hésite encore, on hésite entre faire la version luxe qui sera au même prix que ce qui se fait habituellement, entre 100 et 120 $, la boîte de base débordant de matériel, ou alors faire cette boîte-là en deluxe et un pledge plus restreint, plus abordable, plus proche de celui de la boutique. On n'a pas encore décidé ce qu'on allait faire, mais dans tous les cas, il y aura une grosse boîte énorme avec plein de matos. Et bien sûr, il y aura tout ce qui va être débloqué par les stretch goals. La même chose, même principe que ce qu'on avait fait un peu sur Multi Battles. D'accord, c'était Jeanne d'Arc avec Léo. Si vous aimez les jeux d'exploration, si vous aimez entendre des voix le soir, si vous aimez les femmes avec les lances et si vous aimez les loups-garous, et interroger en fait des sordides sorcières dans les bois le soir qui n'ont rien à faire là, je pense que le jeu est fait pour vous. C'est du 15 mm, faut pas tellement avoir peur parce que finalement ça rend beau une fois que c'est posé sur le plateau. Puis les peintures encore une fois sont géniales. Et tu avais dit aussi, parce qu'il y a des personnes qui posaient des questions, notamment des gens qui avaient des talents de peinture que je n'ai pas, et tu leur disais justement, tu leur rassurais que c'était vraiment simple parce que c'est très délimité. On a en boutique 2 figurines qui ont été peintes par des gens qui n'avaient jamais peint de figurines de leur vie. Et avec des techniques très simples, vous allez voir ce que ça... Pardon. Elle a été peinte par une jeune fille qui s'appelle Chloé qui n'avait jamais peint de figurines du tout. Ah oui, effectivement, mais là, pour du tabletop ça suffit amplement. C'est du tabletop, mais c'est simplement les couches de base, parfois un petit peu de la vie, et les surfaces sont tellement nettes, tellement propres que vous voyez que ça donne quelque chose de tout à fait jouable et agréable. Ouais, clairement, ça a été peint en 1 heure, c'est tout. Voilà. Ça c'est peint par quelqu'un qui n'avait jamais peint. Franchement c'est sympa pour un truc qui a été jamais peint. Ok, mais Léo, on te remercie, ça a l'air d'être très prometteur, et puis on se donne rendez-vous en 2018 si tout va bien. Allez, ciao. Et fin de cette année pour le Kickstarter. Et fin de cette année pour ce Kickstarter, mais tout à fait, oui, fin de cette année pour ce Kickstarter. Ciao. Je suis sur le stand de 99 Monkeys pour le jeu Los Angeles Vice Division et je suis avec cet Apollon qui est le producteur du jeu et l'éditeur peut-être, je ne sais pas, et qui va nous parler de comment se joue ce jeu d'enquête qui, ma foi, moi, est passé sous la trappe parce que je ne le connaissais pas. Bah bien bonjour. Bonjour. Eh bien je te permets, vas-y, tu peux, tout le monde t'entend. Alors dans notre jeu, on vous propose d'incarner un inspecteur de la police de Los Angeles dans les années 40. Et chaque inspecteur, donc chaque joueur, va devoir résoudre sa propre affaire. Et pour résoudre son affaire, il va devoir interroger des témoins et ces témoins se baladent dans la ville de Los Angeles de district en district. Quand un interrogatoire est réussi, le joueur pioche une carte indice qui correspond à ce témoin et dans l'indice, le témoin donne des informations sur ce qu'il sait. Le truc, c'est que les témoins ne sont pas spécifiques à une affaire, ils sont potentiellement liés à toutes les affaires. Du coup, quand ils donnent une information, ils ne savent pas si ça concerne votre affaire ou l'affaire d'un autre joueur. Ce qui fait que les joueurs entre eux vont intégrer un système coopératif où il va y avoir des échanges d'informations, des échanges de cartes indices pour résoudre leurs affaires. Il y a quand même un petit grain de sable qui enroule la machine, qui enraye la machine, c'est que vous incarnez des inspecteurs qui sont corrompus et vous allez chercher tout au long de la partie à garder secrète votre corruption le plus longtemps possible parce que les autres joueurs vont essayer de découvrir quelle est cette corruption pour faire pression sur vous et récupérer le grade que vous avez, le récupérer pour eux et ainsi pouvoir pendant leur tour faire plus d'actions, plus de choses que vous. Donc c'est un jeu qui joue à combien? 2-4 joueurs? 2 à 4 joueurs. Pour des parties qui avoisinent combien d'heures? Autour de 2 heures. Autour de 2 heures? Une partie dure à peu près 2 heures, oui. C'est un jeu qu'on a voulu immersif. Donc on est vraiment plongé dans les années 40, on a fait plus d'1 année de recherche et de documentation. D'accord, donc il y a beaucoup d'écriture derrière, de faits divers, etc. Voilà, il y a beaucoup d'écriture. Là, on a accordé énormément d'importance à la manière dont les gens vivaient à cette époque-là et c'est ce qu'on essaye de retranscrire au travers de nos affaires. Donc c'est vraiment une proposition d'aventure. Ça sera sous forme de quelle sortie? D'un projet Kickstarter, d'une sortie éditeur? Comment ça se passe? Alors 99 Monkeys, nous sommes notre propre éditeur.
éditeurs et nous concevons aussi nos propres jeux. Et donc on va sortir sous Kickstarter. On n'a pas encore de date à donner, même si on a une date de travail pour diverses raisons dont on peut parler après si vous voulez. Et donc il y aura une campagne Kickstarter et derrière nous avons aussi trouvé notre propre, nous avons trouvé un distributeur. Donc il aura aussi une existence dans les boutiques. D'accord, ça va sortir grosso modo quand il y a encore une date ou c'est encore un peu... On pense qu'il y a encore au moins un an de travail pour le Kickstarter et pour les boutiques encore un an de plus sans doute pour pouvoir donner quand même de l'exclusivité aux bakers de Kickstarter. D'accord. Mais tout ça est vraiment des dates de travail. D'accord, en tout cas ça paraît très prometteur parce que moi de ce que j'en ai vu c'était hyper sympa et ça va être très long d'attendre encore un an pour pouvoir y jouer, mais moi j'ai pu y voir un tout petit peu et c'est vrai que c'est cool. Mais je te remercie et puis on aura tes nouvelles très bientôt. Ouais, merci. Ciao. Je suis avec Ghislain, celui qui a créé Not Alone, donc pas tout simple dans l'univers, un amateur de sci-fi. Vous connaissez peut-être le jeu, si vous ne l'avez pas connu, Ghislain est là pour répondre à toutes les questions, entre guillemets, toutes peut-être pas, mais il va vous apporter des éclaircissements, notamment sur deux petites extensions qu'il a mis en place et qui accueillent et qui renforcent Not Alone Exploration. Ghislain, bonjour, parce que nous expliquer ce que c'est d'abord que Not Alone pour des gens comme moi qui ne connaissent rien au jeu. Not Alone, c'est un jeu asymétrique qui se joue de 2 à 7 joueurs. Et le principe, c'est des explorateurs spatiaux se sont écrasés sur une planète et la planète, elle est hostile. Elle a envoyé un gardien qui s'appelle la créature qui va essayer de les assimiler à l'écosystème de la planète. Donc c'est un jeu où il va y avoir un joueur qui va jouer la créature et les autres joueurs vont jouer les traqués, qui sont les fameux astronautes. D'accord. Le but de la créature, c'est d'assimiler, le but des astronautes, c'est de tenir suffisamment longtemps jusqu'à ce qu'un vaisseau de secours vienne les chercher. Ok, donc ça c'est le jeu de base. Le jeu de base. Donc là tu as rajouté des extensions. Voilà. Alors ça, que nous donnent ces extensions? Alors, donc ça c'est la jaquette. Dans le jeu de base, on a 10 lieux qui sont les 10 lieux de la planète, qui sont numérotés de 1 à 10, parce que c'est très bien fait. Dans l'extension, la première extension qui s'appelle Exploration, on va changer ces 10 lieux, on va en mettre 10 nouveaux. Ok. On peut les mélanger, c'est-à-dire on peut très bien jouer avec le 1, le 2, le 3 du jeu de base et le reste de l'extension, et ainsi de suite. Voilà, on peut faire une palette un peu à ça comme on veut. Le concept là, c'est vraiment sur cette extension, on a aimé le jeu de base, mais il donne la même chose, mais en différent. C'est vraiment de la variété, c'est pour renouveler le jeu de base, mais on ne va pas ajouter de complexité, on ne va pas ajouter de nouvelles règles particulières pour l'extension. On rajoute des lieux, ça va rajouter des cartes de track. Donc les cartes de track, ce sont toutes les petites ruses, les pièges que va jouer la créature. Ouais. Et ça va rajouter des cartes survie qui sont toutes les cartes qui vont aider les traquer, donc qui sont des équipements, des astuces, etc. D'accord. Et la deuxième extension, elle rajoute quoi? Alors, la deuxième extension qui est dans ma boîte, mais qui est pour le coup beaucoup plus jeune, on n'a pas encore les images. D'accord. Deuxième extension, elle va aller un petit peu plus loin dans l'histoire du jeu et surtout dans les mécanismes. Elle s'appelle Sanctuary. Et Sanctuary, ça part de deux principes. Vous n'êtes pas seul, d'accord, mais vous n'êtes pas les premiers. Ah oui, effectivement, c'est entre deux. Voilà. Donc dans Sanctuary, on va découvrir que d'autres personnes sont venues avant nous sur la planète. Et ces personnes, la plupart ont été assimilées par la planète. Sauf que certains assimilés ont réussi à reprendre le contrôle un petit peu de leur vie, de leur existence, et ont fondé une communauté qui s'appelle Sanctuary, qui va être un lieu dans le jeu, qui va être le lieu numéro 9, et qui va être un lieu itinérant. Donc il va falloir régulièrement aller le retrouver. Et Sanctuary, c'est un lieu, plus on va y aller, plus il va être fort. Nous, on a deux gros modules qui sont liés à ces lieux-là. Le premier, c'est les survivants. Dans le jeu de base, on est des survivants d'un vaisseau qui s'est écrasé, qui s'appelle le Zaroff. D'autres personnes ont survécu au crash du Zaroff. Toutes n'ont pas eu la chance d'être des joueurs, donc on va pouvoir aller les chercher, les secourir. Donc il y a une nouvelle action dans le jeu qui est d'aller chercher des survivants. Et quand on trouve un survivant, le survivant va nous rejoindre et nous donner des capacités. Par exemple, si on trouve le cuisinier il s'appelle René Durand, c'est un Français. Le cuisinier, il est très fort pour trouver des choses à manger. Et donc il va pouvoir soigner les gens. Il y a la contrepartie des survivants qui est l'évolution. La créature, dans le jeu de base, du début à la fin de la partie, c'est la même.
Et j'ai envie de dire c'est la même pour tout le monde. Dans l'extension, dans Sanctuary, la créature va évoluer. Donc, au début du jeu, pendant la partie, la créature va pouvoir développer des évolutions. Il y en a une quarantaine actuellement qui vont la rendre plus dangereuse, et vraiment différente d'une partie à l'autre. Ça sortira quand? Est-ce qu'il y en a une qui sort avant l'autre? La première extension sortira pour SN, donc au mois d'octobre. La deuxième extension sortira plus tard, en 2018, j'ai envie de dire première moitié 2018. D'accord, tu as une tranche de prix pour ceux qui seraient intéressés à peu près? La première extension devrait être à entre 10 et 15 euros normalement, et la deuxième, je serais bien incapable de donner une tranche de prix, mais la deuxième extension n'est pas aussi grosse que le jeu de base. D'accord, il y a des chances que ça soit une dizaine d'euros à peu près, vingtaine maximum. Vingtaine d'euros, 15-20 je pense. Ok, eh bien merci Ghislain. Si vous avez aimé Not Alone, que vous aimez la science-fiction, développer une certaine colonie dans un espace très lointain, je pense que ces extensions vont vous parler. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Not Alone, eh bien, essayez, parce que c'est un jeu qui a le mérite d'être assez cool en termes de sci-fi. Et bien on se retrouve nous peut-être pour une prochaine fois avec un nouveau jeu, qui sait. Allez, ciao. Je suis encore avec Léo sur le stand de Mythic Games. Merci, voilà, j'ai toujours du mal avec ça. Mythic Games, et là on va parler de Mythic Battle Panthéon. On en a déjà parlé auparavant, mais là on va vous dire où ça en est, quand est-ce que ça va arriver, et surtout, et oui, vous montrer les figurines que vous allez avoir dans la boîte. Et là c'est vraiment ce que vous allez avoir dans la boîte. Alors est-ce que tu peux nous faire un topo grosso modo de quand ça arrive, à quel prix, est-ce que ça sera disponible dans les boutiques en même temps ou pas? Et on monte ensuite les figurines à tous ceux et celles qui voudront savoir ce qu'on a dans une boîte. Alors, où on en est, eh ben, c'est simple. On a fini, tout est chez l'imprimeur maintenant, et donc il va y avoir des allers-retours avec l'imprimeur pour vérifier tout ça, mais tous les fichiers sont partis, et c'est énorme comme fichier. Il faut savoir que les gens qui ont pris un all-in de Mythic Battles, ils vont recevoir pas loin de 25 kg de matériel. C'est colossal. C'est un mouton. Ouais, exactement. Il y a, je crois, 12 extensions. En nombre de pages, il y a, je crois, 600 pages en français, 600 pages en anglais. Donc les gens qui ont choisi la version française, ils auront à peu près, avec un all-in, 600 pages de scénario, jeux de rôle, règles, campagne, guide de peinture, guide de décor, c'est absolument colossal. Et les figurines eh ben, sont en cours, et la livraison est prévue, comme annoncé, pour la fin de l'année. Ah bah c'est très bien, voilà. Vous rentrez vraiment dans les justes... Exactement, on va tenir les délais. Ça a été encore plus de boulot que prévu parce que la campagne a eu un tel succès, et notamment on a fait un Pledge Manager qui a été un succès énorme, quoi. On a fait un véritable carton, quoi. On pourra retrouver des boîtes en même temps que la livraison dans les magasins ou pas du tout, ça sera bien après? Alors, on a pris le parti avec Monolith de ne pas proposer le jeu en boutique, de le garder exclusivement sur Kickstarter ou sur une boutique en ligne qu'on va certainement mettre en place dédié à ce produit-là. Ouais. D'accord. Voilà. Donc en fin d'année, on pourra acheter le jeu sur la boutique en ligne. Et d'ici là, on va attendre la livraison du jeu. Il n'y a pas pour l'instant de distribution boutique prévue. Ok, et là, tout le monde c'est en train de dire on veut voir les figurines. On veut voir. Voilà. Allez, Léo. Alors, du coup, les figurines. Je vais vous montrer quelques exemples que j'ai sortis pour montrer qu'elles sont costauds. Vous voyez, on les laisse tomber. Contrairement à de la résine, c'est bien du plastique. Vous voyez, ça ne se casse pas. Alors là, pour le coup, on rassure tout le monde, c'est ce qu'on va avoir dans la boîte. C'est ça. Hein. Voilà. Donc là, c'est du multipart, mais c'est vraiment énorme parce que c'est hyper bien détaillé. Et moi qui ai vu les figurines en résine l'année dernière, bah, franchement, ça se rapproche. On n'a pas tellement de déperdition. Hein. On n'a pas tellement de... Mais carrément. Regarde les gouttes de venin qui c'est
ça, mais c'est impressionnant quoi. J'en ai pris. C'est vachement bien foutu. Ça c'est le griffon. Non, c'est pas le griffon, c'est l'aigle du Caucase. Et c'est pas mal de montrer sur un aigle où on voit les plumes, elles sont hyper détaillées. Ah ouais, non mais on les voit là, c'est vrai que c'est très détaillé. Non mais ça doit être génial pour peindre. Ça c'est Oedipe. Et alors là vous voyez, je vous avais parlé des armes droites, et lui il tient une grande lance et franchement on peut pas faire plus droit que ça. Hein. Ouais non mais de toute façon moi à la main je sens que c'est rigide en plus. Mais c'est pas le même plastique que le reste de la figurine et donc vous avez carrément. Ah ouais d'accord. C'est un plastique ABS alors que le reste c'est du PVC. Non mais c'est vachement bien fait. Toutes les figurines que tu peux voir dans la vitrine ici c'est des figurines en plastique telles que les gens vont les recevoir. Je peux en montrer une autre, tiens je peux montrer Héphaïstos par exemple. Non mais c'est vachement bien foutu. Et moi comme je le rappelle, j'ai eu les figurines en résine l'année dernière et franchement j'ai même l'impression qu'il y a certains trucs qui ont été retravaillés. En fait, il y a toutes les veines et plastique, tout. Ouais. Ça peut même être parfois plus détaillé parce que la figurine diminue de 15% de taille à peu près et donc... Ah non mais c'est hyper bien détaillé, ouais. Hyper bien détaillé. Comme elle est plus petite, il y a certains détails qui ressortent encore plus. C'est hyper... Les peintures qui se trouvent juste au-dessus, c'est sur de la résine? C'est sur de la résine. D'accord. Ouais, donc si on prend un truc, c'est vrai qu'il y a... Non, pas uniquement. Je peux vous montrer celle-là, c'est sur du plastique. Les juges des enfers sont peints sur les figurines plastiques. D'ailleurs, ça se voit, elles sont costauds, elles ne bougent pas. Mais ça vous montre les détails. Ah oui, non mais c'est vraiment hallucinant. Le travail de peinture là-dessus, il est énorme. Merci Martin Grandbarbe. Merci Martin. Il est vraiment... Alors, je vais pas tout casser, hein, je vais les mettre au-dessus. Et ça, c'est sur du plastique aussi? Plastique. Oh là là là. Non mais c'est très joli. Hein. Donc voilà, si vous touchez un peu au pinceau, voilà les décors les peintures que vous pouvez avoir sur du plastoc. Et franchement, d'avoir du plastique monobloc avec une qualité comme ça, c'est... Il n'y a rien à assembler dans le jeu, tout arrive pré-assemblé. Les gens peuvent jouer directement avec les figurines plastiques. Et ceux qui ont la patience peuvent peindre. Et on a fait même un guide de peinture. Très joli. Hein. Toutes ces figurines-là, Martin a donné les étapes de A à Z pour pouvoir les jouer. Ok, donc on se donne rendez-vous quand pour tout ça? Fin 2017. Là, on peut voir un des scénarios qui se joue sur l'eau. D'accord, ok. La taille navale. Ah oui, là c'est... Elle a combien de tailles? Ça donne une ambiance totalement différente. Il y a 76 scénarios. 76 scénarios. D'accord. On monte la figurine normale. Voilà, ça c'est pareil, c'est plastique ça. Ça c'est du plastoc. Ouais, c'est un Poséidon. C'est bien foutu. Hein. Donc ça va dans la défense. Vraiment bien foutu. Là il y a les bateaux. Les bateaux sont un peu... Non, les bateaux sont pas en 3D, c'est des fans qui nous ont envoyé ça. On n'essaye pas, on le fait. Vraiment là on voit des petites sirènes et tout. D'ailleurs c'est qui? Pourquoi tu cherches qui? Mais il nous tarde de jouer à ça. Hein. Bon, je vais repartir avec le tapis et les figurines qui vont avec. Ok, merci en tout cas. Et puis sur la chaîne, moi je vous ferai une review mais bien complète une fois que j'aurai la boîte de Mythico Bataille. Ça marche. Allez, ciao.